chers amis à distance, pour cette deuxième après-midi de Heritech 2021. Deuxième volet, deuxième sujet de cette Heritech, c'est la question de l'immersion. Chacun nous promet, grâce au numérique, d'être en totale immersion dans les patrimoines, dans une expérience unique qui vous donne l'impression d'y être, qui vous dit comme si vous y étiez, quelle que soit l'époque. Cette promesse est bien souvent tenue d'ailleurs, puisqu'on peut accompagner avec les gens de Novelab dans la grotte Chauvet un groupe d'hommes préhistoriques, et puisqu'on peut, avec Art Graphique et Patrimoine, s'entraîner à la taille de pierre. Donc on est dedans. On est dedans, au château de Carlat, forteresse de Carlat, dans le Cantal, où on peut se promener dans une forteresse qui n'existe plus, au sommet d'un éperon rocheux. Mais la question qu'on a voulu se poser, est-ce que cette immersion, elle a des conditions? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être immergé dans un environnement, on sait par ailleurs que ça peut donner, et ça donne souvent envie de visiter le lieu réel, pour le vivre en vrai, mais est-ce qu'il y a des conditions? C'est-à-dire, à quelles conditions cette immersion finalement générerait ce désir-là et ferait que ce serait un double numérique? On a parlé de jumeaux, parfois de double, on n'est pas venu à bout de ces notions-là, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a une fidélité ou alors au contraire une prise de distance, une romance, une scénarisation de l'expérience qui fait que l'immersion, elle est réussie? Voilà. C'est quoi une immersion réussie? C'est un peu ce qu'on va essayer de travailler tous ensemble cet après-midi. Avec Roy Amit, qui est avec nous à distance depuis Paris. Roy est directeur adjoint en charge du numérique et du multimédia à la RMN, Réunion des musées nationaux, Grand Palais. Merci beaucoup, Roy, d'être avec nous. Merci d'être avec nous en direct de la capitale. Quel temps fait-il à Paris? Ça va, pour l'instant, ça va. Bon. On est content pour toi, mais il fait bien meilleur ici, tu aurais dû venir, mais je sais que tu ne pouvais pas, et merci infiniment de nous apporter ton expertise. Je demanderai à Roy en début de cette séance de nous brosser un rapide tableau des définitions possibles de l'immersion, et puis ensuite on fera un focus sur la grotte Cosquer avec Richard Strambio, qui est à distance également. Il est conseiller régional au patrimoine et à la mémoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Laurent Delbos, qui est chargé de mission, Kléber-Rossillon, sera avec nous aussi, ainsi que Romain Sénator et Stéphane Quiles de Perspective, avec qui on va vraiment faire une immersion à double titre, puisque nous allons plonger dans la Méditerranée pour découvrir en immersion une grotte pariétale menacée elle-même de submersion. Est-ce que j'ai bien résumé les choses? Bon. Absolument. Bonjour, monsieur le conseiller régional. Donc, Roy Amit, peut-être nous aider à entrer dans le sujet avec quelques clés de vocabulaire. Oui, merci. J'ai préparé un tout petit PowerPoint. J'espère que j'arriverai à les partager. Aucun doute là-dessus. On va essayer de les faire. Partager l'écran. C'est ça qui arrive quand on change nos systèmes d'exploitation la veille d'une conférence en ligne. C'est qui aide pas. Donc, vous ne voyez pas mon écran, non, pour l'instant, non. On te voit toi, c'est très bien, mais on ne voit pas du tout ce que... Bon, alors, du coup, je ne veux pas faire d'autres expérimentations. On va laisser ça comme ça et je vais parler sans les slides. Je pense que devrait l'avoir quelque part, mais c'est pas grave. En tout cas, en deux mots, on parle aujourd'hui d'immersion. Ça couvre des notions et des expériences très, très différentes. Même si on les limite, on parle que d'immersion dite numérique ou digitale. Ça déjà couvre pas mal de choses assez différentes. À travers peut-être 3-4 exemples de ce qu'on a pu faire les derniers temps, donner simplement un échantillon, un ampleur de ce qu'on pourrait dire immersion. Donc, il y a une immersion avec des casques, donc des casques dites réalité virtuelle. À la RMN, on a produit une expérience de sculpture en 3D, donc à partir d'une sélection donc, de sculptures donc, numérisées. Vous parlez donc des jumeaux numériques. Donc, c'est des jumeaux numériques en 3D aux définitions des chefs-d'œuvre de la sculpture, qu'on les a éditorialisés et mis en scène dans un espace virtuel
pour une expérience d'une visite des expos avec de la médiatisation et la médiation qui va avec. Mais pour cela, il faudra avoir donc des casques. Cette expérience, il est téléchargeable sur les grandes plateformes des réalités virtuelles. Une autre typologie des immersions, enfin d'immersion, je dirais, quotidienne qu'on a dans les poches, c'est avec nos smartphones. Donc, à partir de plus ou moins le même jumeaux numériques de sculptures, on propose aujourd'hui sur notre compte Instagram, à travers donc cette fonctionnalité qui a été lancée l'année dernière, qu'il appelle Spark, où on pourrait utiliser donc les fonctionnalités de réalité augmentée avec les becs caméras appareils de téléphones portables. Et on pourrait, dans ce sens, découvrir et poser dans sa réalité des sculptures accompagnées de nouveau, parce que nous, on y attache une importance, des éléments, donc des médiations qui racontent et situent les œuvres. Ce qui nous a intéressé dans ces cadres-là, c'était pas simplement de parler donc des œuvres, mais aussi parler donc des moulages et parler de numérique comme la nouvelle génération donc des moulages, hein, qui était une art de la représentation des sculptures depuis plusieurs siècles. Un autre exemple qu'on a expérimenté les derniers mois, c'était dans un festival dédié à la création artistique en réalité augmentée. En l'occurrence, ce ne sont pas des jumeaux, mais c'est vraiment donc des créations, mais qui utilisent cette nouvel type de technologie. Aujourd'hui, s'emparer également par des artistes pour proposer des œuvres, à l'occurrence qui ne sont pas posées où on veut, comme avec l'exemple précédent d'Instagram, mais qui étaient posées dans un espace dédié d'une exposition dite immersive, mais avec qu'on pourrait faire son expérience à travers son téléphone portable. On l'a présenté donc au Grand Palais éphémère l'été dernier, et on va réitérer cet festival l'été prochain, à la fois parce qu'on voit l'effervescence de la création, mais aussi l'intérêt et l'acceptation de public pour ces nouvelles typologies d'accès à l'art. Et peut-être le dernier exemple, qui est un autre type d'immersion. Alors, on peut peut-être les qualifier comme immersion dans des in situ, dans des zones, enfin dans des espaces vidéomappés où on projette donc des grandes images, enfin agrandies sur différentes parois. On a pu donc programmer l'année dernière l'Expo Pompéi au Grand Palais, qui pose la question, c'est quoi un jumeau numérique et c'est quoi une représentation numérique dans un espace. Mais cette exposition-là, qui était basée sur des captations à la fois en 4K de sites archéologiques, mais aussi des reconstitutions du coup purement numériques des bâtisses et des œuvres de l'époque, dans un espace complètement scénographié qui a pu accueillir pendant l'été 2020 plus de 200 000 personnes au Grand Palais. Cette exposition-là, qui est aujourd'hui à itinérer dans d'autres endroits, s'inscrit dans notre projet Grand Palais Immersif, qui est un filiale dédié à la production de ce type des expositions et à leur distribution sur le territoire et à l'international. Voilà donc un peu quelques exemples qui pourraient ouvrir les débats.
Merci Roy pour ce tour d'horizon, effectivement, des différentes façons de s'immerger dans les patrimoines et dans les histoires, dans des scénarios. Sans plus tarder, on va se tourner vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Richard Strambio, c'est quoi l'histoire de cette grotte Cosquer qui est au patrimoine de cette magnifique région? Racontez-nous, et puis l'envie de le sauver, parce que là, on est en opération sauvetage, là. Absolument. Bonjour à tous. Et je suis ravi de représenter le président Renaud Muselier et cette volonté de la région de mettre à la portée finalement de tout le monde cette grotte ornée exceptionnelle du Paléolithique supérieur. On est à moins 27 000 ans avant le présent, entre Chauvet et Lascaux, très exactement. Et souvenez-vous, c'était en 1991, découverte dans ces calanques entre Marseille et Cassis par un plongeur, Henri Cosquer, de cette grotte ornée, et le boom international que ça a suscité. Il a fallu des archéologues plongeurs, Jean Courtin, Jean Clotte, qui est devenu plongeur pour la circonstance. Ce sont des noms qui sont très connus ici et dans le milieu, je dirais, paléolithique. Alors, cette grotte, évidemment, a été submergée à partir de 7000 avant le présent, puisque, écoutez, la fonte des glaciers, tout le monde a appris ça à l'école primaire, et l'accès par moins de 37 mètres de fond, avec un boyau, moi je vais dire ça comme ça, pour permettre l'arrivée dans ce décor assez exceptionnel, il faut avoir une sacrée technique de plongée. Moi, j'ai du mal à faire de l'apnée dans une piscine, alors imaginez-vous bien. Et tout à coup, on sait que cette grotte, pas tout le monde va pouvoir y accéder. On est dans cette révolution climatique qui fait que déjà, on est certain, les spécialistes le disent, on est certain que la mer continue à monter, et rendre cette grotte accessible au plus grand nombre est apparu indispensable, et Renaud Muselier a souhaité justement, dans cette villa méditerranée absolument somptueuse à côté du Mucem, de créer un jumeau pour que tout le monde puisse non pas être submergé certainement par l'enthousiasme, mais surtout s'immerger dans ce décor exceptionnel. Et là, c'est donc le délégataire de la région, et je salue nos amis de Kléber-Roussillon qui sont présents, qui ont déjà fait leurs preuves, et je suis allé moi-même visiter le double, le jumeau de la grotte Chauvet avec un plaisir immense. On déléguait justement, la région a voulu déléguer pour faire ce double, pour qu'il soit à la portée de tout le monde, mais pas que du grand public, aussi des scientifiques, parce que vous savez que les grottes ornées, tout le monde va les interpréter, des spécialistes parlent de mythes fondateurs, les autres d'esthétique. On a des spécialistes qui parlent aussi des chamans de la préhistoire, etc. Donc il y a là, je dirais, on avance à tâtons avec cette symbolique exceptionnelle des mains qui montrent, qui chemine vers ce qui est actuellement, nous dit-on, le grand puits. C'est ce symbole universel de la main. Alors, pour cela, la région a fait appel, je vous le disais, à Kléber-Roussillon, mais aussi à la société Perspective qui se situe à Aix-en-Provence pour créer le modèle 3D de cette grotte originelle qui va donc permettre, je vous le disais, d'être accessible au plus grand nombre. Évidemment, il reconstitue les œuvres emblématiques. C'est la première fois que l'on représentait le grand pingouin, des phoques, etc., qui correspondait très certainement à cet environnement de cette côte méditerranéenne qui était à 7-8 kilomètres plus au large. Et donc, cette numérisation va permettre de reproduire en 3D justement cet environnement très spécial. Évidemment, cela va permettre d'enrichir nos connaissances. Il y a un partage d'informations, évidemment, avec la Direction régionale des affaires culturelles, puisque il est évident que ce projet est avant tout un projet scientifique.
il est évident que là, il faut être extrêmement pointilleux et que il va de soi que la restitution du jumeau doit être absolument identique pour cette grotte Cosquer. L'interprétation donc va rendre possible aussi la conservation de ce patrimoine mondial unique qui menace d'être immergé, bien sûr, et on parle aussi de cette urgence climatique qui fait actuellement débat, et on le voit, vous avez vu, la région sud, Marseille, a subi il y a seulement 2 jours un épisode assez dramatique. Ce que les météorologues, que les spécialistes prévoient. Donc, il en va de la préservation de notre patrimoine, il en va aussi de la mise à disposition pour les scientifiques, en plus des collectes des scientifiques qui ont eu la chance de s'y rendre, mais en même temps d'ouvrir au plus grand nombre. Donc, il y a là véritablement un enjeu culturel mondial et qui va permettre de mettre en valeur ce magnifique patrimoine et notre région que nous aimons tant, bien entendu. Richard Strambio, donc est-ce qu'il y a un objectif dans le temps? Parce qu'on entend bien que, à côté du MUSEM, peut-être demain, l'objectif que vous avez confié à Kléber-Rossillon et la perspective, c'est de créer ce double qu'on va pouvoir aller visiter, si je puis dire, à pied sec. Vous leur avez donné un objectif de temps de combien? Écoutez, le plus vite possible, c'est-à-dire avant le solstice d'été 2022. On va parler en termes paléolithiques, on ne va pas donner de calendrier grégorien pour la circonstance. C'est imminent donc. D'accord, merci beaucoup, merci monsieur le conseiller régional. Laurent Delbos, donc délégataire de cette mission-là. Donc, quelque part, la région vous dit il faut sauver la grotte Cosquer. Alors, redites-nous rapidement ce que fait Kléber-Rossillon, même si dans cette assemblée, beaucoup de gens le savent. Et puis ensuite, racontez-nous comment vous avez pris le problème. Merci de nous recevoir. Merci de recevoir la société Kléber-Rossillon. Donc, la société Kléber-Rossillon, c'est un groupe qui gère des sites patrimoniaux et culturels sur l'ensemble du territoire français, avec des grands noms comme la Grotte Chauvet, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et donc, la région nous a confié effectivement, après un concours que nous avons gagné, la réalisation de la copie, de la restitution, on va dire, de la grotte Cosquer. Donc c'est un gros pari, je ne vous le cache pas, avec un délai relativement court, effectivement, comme vient de le dire monsieur le conseiller, avec une ouverture au mois de juin 2022. Un gros enjeu, puisque c'est un enjeu, au-delà de l'enjeu patrimonial et culturel, c'est aussi un enjeu touristique pour nous, avec des gros engagements de la part du délégataire. Et puis surtout un énorme enjeu, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, un énorme enjeu technique, puisqu'on est à chaque fois dans quelque chose qui est totalement empirique. C'est toujours des premières, des grandes premières, puisqu'on bénéficie d'un modèle, je vais dire, d'une grotte qui est peu étudiée, qui est encore aux prémices de la recherche. Et nous, on a des contingences, évidemment, techniques, de réalisation dans le temps, dans les espaces, qui sont extrêmement contraignants, puisqu'on fait ça dans un bâtiment qui est certes très 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 beau et très bien placé sur le port de Marseille, mais qui est un bâtiment existant, donc qui nous contraint effectivement dans beaucoup de choses au niveau de la réception des publics, de la technique du bâtiment, la façon dont il est réalisé et la façon dont on peut insérer la grotte, la restitution à l'intérieur de ce bâtiment. Donc la vraie chance que l'on a effectivement, je vais dire, si je peux le dire ainsi, c'est que la grotte n'est pas très grande. Et donc, effectivement, en termes de superficie, il se veut que le niveau -2 de la Villa Méditerranée peut l'accueillir en conservant notamment l'amphithéâtre qui est assez exceptionnel. Donc ça, c'est une chance pour commencer le projet. Mais quoi qu'il en soit, ce bâtiment est déjà un bâtiment recevant du public avec des contraintes, et des contraintes architecturales, des contraintes de RP, l'établissement recevant du public, et puis des contraintes techniques qui sont très très fortes par rapport au projet lui-même. Et puis après, effectivement, la volonté aussi de montrer ce patrimoine à un grand nombre de personnes, au plus grand nombre possible. Et effectivement, la nécessité de recevoir énormément de visiteurs pour voir la grotte. Donc ça, ce sont les paramètres avec lesquels on doit jouer. Et puis j'en rajoute un qui est très difficile aussi, et c'est celui que la grotte n'est pas accessible. Elle est accessible qu'à une certaine
catégorie de personnes, plongeurs professionnels, avec des contraintes, je vais dire, d'accès qui sont extrêmement complexes, avec une météo qui peut jouer des tours, avec des études qui ne sont pas terminées. Donc, tout ça dans un laps de temps très court. Donc, voilà, ça a été le véritable enjeu, d'où la décision, effectivement, de réaliser une grotte numérique préalable à la réalisation du facsimilé, de la copie. Pourquoi? Parce que cet outil-là nous permet effectivement de modéliser la grotte que l'on va voir, de modéliser l'objet, de modéliser le projet, comme on le ferait pour un bâtiment, mais là avec un objet, je vais dire, à la fois patrimonial et artistique, pour arriver à visiter la grotte, à visiter la future grotte, avant même de commencer à la concevoir, à la construire. Donc ça, c'était le véritable enjeu avec notre partenaire de Perspective, qui a fait un travail remarquable, je tiens à le dire ici, dans un laps de temps très très court, avec notamment des contraintes sanitaires qui nous ont été posées et qui ont fait qu'on a beaucoup travaillé à distance, et ça a complexifié encore plus le projet que vous pourrez voir. Voilà, donc aujourd'hui, on est en phase chantier. On vient juste de terminer les dernières études, pour vous donner un petit retour sur le planning. On est dans le timing, on n'est pas trop mal, je dirais, dans le timing. On a quelques petites choses à régler encore, parce qu'effectivement, les études se superposent au chantier. Et donc, effectivement, en urgence, il y a toujours des petits détails à régler, mais on n'est pas trop mal parti. On va avoir une grotte qui va représenter 90% de la grotte originale, ce qui est assez exceptionnel. Et les parties qui ne sont pas reproduites, ce sont souvent des parties qui sont complètement inaccessibles. Même si nous allions voir l'original, nous ne les verrions pas. Nous allons voir l'ensemble des dessins ornés de la grotte, et 90% des gravures, des parties gravées qui sont connues à ce jour. Nous avons restitué l'eau à l'intérieur de la grotte. Nous avons 360 mètres carrés de bassin pour réunir, au-delà de l'art préhistorique, l'univers minéral et maritime de la grotte, puisque c'est avant tout une grotte, un milieu géologique exceptionnel. Et ça fera aussi partie d'ailleurs de la visite. Ça se visitera aussi bien pour de l'art préhistorique que pour un milieu exceptionnel. Voilà. Donc tout ça est en cours. La scénographie se déroule petit à petit, avec un parcours qui va être complètement guidé à l'aide d'un petit véhicule électrique totalement silencieux, qui va permettre aux visiteurs d'avoir une visite dans le calme, très bien décrite, avec un son embarqué, un éclairage embarqué, et quelque chose de très très confortable. Voilà, donc je vous donne tous rendez-vous au mois de juin 2022 pour visiter ça. Formidable. C'est un chantier assez exceptionnel, puisqu'il n'est accessible que par voie sous-marine, si j'ai bien compris. Oui, hein. Oui, c'est la première fois que vous faites un truc aussi acrobatique? Oui, alors on a bénéficié d'un travail préalable quand même, mais il ne faut pas le nier. Les relevés qui ont été commandés par le ministère de la Culture à la société Fugro, qui a scanné l'ensemble de la grotte, ça fait plusieurs années qu'ils sont dessus. Alors effectivement, nous, on l'a été un peu oppressant, effectivement, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas fini. Et puis, nous, on est encore une fois dans un délai. Mais on a réussi à s'accorder relativement bien avec les services de la DRAC et du ministère de la Culture et de la région pour arriver au produit où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je pense que, bon, encore une fois, la grotte va être étudiée. Il y a une campagne de recherche qui va commencer bientôt. Il y aura sûrement encore des découvertes à faire, énormes, je vais dire, et peut-être qu'on pourra faire évoluer notre restitution en fonction de ces découvertes-là. On est très, très impatient de ces recherches-là, parce qu'effectivement, il y a tout un volet qui nous manque encore sur l'archéologie, notamment de la grotte, qu'on ne pourra pas encore faire passer à nos visiteurs dans le commentaire, même si on sait déjà beaucoup de choses. Mais on sait que les études qui ont été faites, par exemple, sur la grotte Chauvet, qui viennent en partie de se terminer, donnent des informations aujourd'hui qui sont assez exceptionnelles. Donc, on compte beaucoup sur ça aussi pour faire évoluer notre projet, parce qu'au-delà de la grotte elle-même, de la restitution, il y a toute la partie scénographie qui est dans la Villa Méditerranée, notamment le +3 avec une scénographie sur l'Aurignacien, l'époque de la grotte, la montée des eaux. Donc, on veut pouvoir faire évoluer ça et apporter en continu de l'information aux visiteurs. Merci Laurent Delbos. On le sent bien, et on l'a vu en filigrane sur un certain nombre d'interventions, les contenus scientifiques et les travaux scientifiques nourrissent aussi la capacité qu'on a à développer, faire évoluer, renouveler l'expérience pour les visiteurs.
Et parce qu'on parle ici, on met beaucoup en valeur les gens du numérique, mais tous nous disent on travaille avec des historiens, on travaille avec des archéologues, on travaille avec tout cet écosystème de gens qui produisent effectivement de la science et qui sont au cœur de la qualité de l'expérience qu'on va proposer. Mais revenons, effectivement, on a envie de la voir, cette grotte. Elle est grande comment, enfin, par rapport à la pièce où on se trouve, c'est... Alors, je ne vois pas bien la pièce où vous êtes. Non, mais je posais la question à Romain, parce que lui, il est là. Non, je n'allais pas vous embêter. Bon, c'est une grande pièce, hein, notez bien. Mais en mètres cubes ou en mètres carrés. Et c'est allumé, normalement, il n'y a rien à faire. Ouais. Alors bonjour à tous. Je te coupe, Romain, excusez-moi. Ouais. On est sur 1750 mètres carrés de restitution. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ok, ça commence à causer. Romain, racontez-nous. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter rapidement la société Perspective. Donc, nous sommes basés à Aix-en-Provence, créée depuis 2013. Jeune vieille start-up, comme on dit aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés à Las Vegas plusieurs fois, d'ailleurs, pour l'occasion. Faut pas tout dire. Et oui. Qu'est-ce qui se passe à Vegas? Reste à Vegas. Donc, expert en solutions digitales et interactives sur tous ces nouveaux domaines, réalité augmentée, réalité virtuelle, mixte, web 3D. Et nous avions, nous, en charge, notre contribution sur le projet Cosquer. Il était double, en fait. Il fallait, dans un premier temps, réaliser le jumeau numérique de la grotte. Donc, à partir de ces fameux relevés numériques, donc scans, de la grotte qui ont été faits pendant plusieurs années et commandités par le ministère de la Culture et fournis par la DRAC. On a dû recréer le jumeau identique de la grotte Cosquer. Dans un premier temps, pourquoi? Pour pouvoir permettre son étude, parce qu'il faut savoir que l'ensemble du consortium en charge de la réalisation de la réplique n'a pas pu la visiter puisqu'elle est sous-marine. Et en fait, c'était un peu unique, c'est-à-dire qu'on recrée une grotte uniquement à partir de la donnée numérique. Donc ça, c'était le premier volet. Et le second, finalement, c'est à partir de ça, c'est de travailler la future scénographie, donc le futur musée, la future réplique que vous allez pouvoir découvrir à partir du mois de juin 2022. Voilà, ça c'était la mission de Perspective. Pour aujourd'hui, bien entendu, on va vous montrer un peu des choses, c'était l'objectif. Donc moi, je vais faire bref de mon côté. Je suis accompagné de Stéphane Kiles, qui est donc mon associé et cofondateur de la société, qui était lui le directeur du projet de la grotte Cosquer, et qui va nous expliquer le procédé, comment on va passer finalement du scan, du nuage de points de cette donnée, à un modèle 3D fidèle. Donc, un peu de technique, et puis après, promis, on vous immerge, on vous plonge dans la grotte. Voilà, merci. C'est parti, plouf. Alors, bonjour à tous, Stéphane, donc directeur technique de Perspective. Ça va, ils entendent? Donc, en fait, quelques images sur le procédé. Il faut que tu pointes la zapette par là-bas, parce que le capteur est par là-bas. Oui, exact. Et tu as ton écran de contrôle là, tu es pas obligé de te tordre le cou. Donc alors, comme le disaient Romain et Laurent, en fait, on a reçu des informations numériques de la DRAC. Donc on parle de scan 3D, de nuage de points. Il a fallu en fait trouver une solution technique afin de les visionner et de les segmenter. À savoir, on parle de téraoctets de données. Et évidemment, si on veut créer une maquette numérique, on ne va pas pouvoir la visionner d'un seul coup sur un ordinateur. Donc, il va falloir trouver une technique de comment segmenter et comment recoudre en fait ces cellules. Donc, on parle de cellules. Donc, à droite ici, vous avez un schéma qui explique comment on a pu trouver en fait les zones les tranches de coupe optimales. Donc, on a choisi en fait un schéma donc qui est le diagramme de Voronoi. Donc en bas à droite, en fait, vous voyez en fait la grotte dans son intégralité avec les coupes de segmentation. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc ici, c'est une segmentation qui est basée sur l'horizontale, qui nous a permis de calculer les superficies intérieures et extérieures de la grotte. Ça, c'est le plafond, quand vous dites partie haute, c'est le plafond de la grotte? C'est ça. À gauche, vous avez la partie haute de la grotte, et à droite, vous allez avoir l'intérieur. D'accord. Pour faire les études, d'autres bureaux d'études, dont Proté, ont eu besoin justement de pouvoir segmenter cette grotte pour avoir accès en fait à tout ce qui est intérieur. Donc au niveau de cette segmentation, donc en haut à droite, on va voir un exemple de segmentation et on va aller décliner et reconstruire en 3D. Donc c'est le transfert en fait des nuages de points vers un maillage 3D. Donc le maillage 3D en fait, il se représente par des triangles.
Et le nuage de points, évidemment, il reste des points. Donc pour faire tous les calculs de tranches et les calculs de vision et visionner en 3D, appliquer des matériaux, il va falloir remailler en fait ces cellules, donc ces morceaux de grotte, et pouvoir les assembler à la fin, d'où la restitution entière de la grotte. Cela nous sert aussi à optimiser sur un ordinateur donc la vision en fait que de segments particuliers de la grotte et de ne pas voir en fait tout le reste qui voilà s'il y aurait trop de données en fait à visionner. Donc une fois qu'on aura segmenté ces morceaux, on va aller calculer en fait les couleurs qui vont être appliquées sur ces maillages et on va aller augmenter les détails grâce à ce qui s'appelle des normal maps. Ce sont des détails. Dans cet exemple concret, on va avoir une restitution d'une zone, on va dire c'est moins d'1 mètre carré largement, où on va avoir tous les reliefs, les réflexions au niveau des lumières, des matériaux et tout ce qui est en fait le côté grain et la restitution colorimétrique qui est la plus pertinente aujourd'hui et moderne. Donc on parle de matériaux, c'est un rendu physique réaliste, ce sont les matériaux PBR qui vont donner justement et augmenter cette vision temps réel. Grâce à ces matériaux aussi, on va voir sur l'exemple de ces gravures, on va aller voir cette augmentation grâce à des normal maps, ces calculs de normal qui vont vous donner ces ombrages, à savoir qu'à la base, une carte de couleur en 3D n'a pas de relief. On l'applique sur un maillage 3D, mais il va falloir en fait restituer tous ces paramètres, et ces paramètres, ce sont les calculs de normal. Donc ici, c'est un autre exemple où on va rajouter une nouvelle couche qui s'appelle le calcul de la cartographie d'occlusion, ce qui va vous donner en fait l'ombrage, la restitution de lumière et l'ombrage par rapport à des angles saillants dans une géométrie. Donc au plus on a un angle saillant, au plus en fait la lumière va avoir de la difficulté à pénétrer et du coup on va aller donner en fait ces zones d'ombrage qui donnent une vision naturelle en fait de l'objet 3D. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est optimiser la grotte, c'est pouvoir l'exploiter pour la scénariser, comme le disait Laurent Delbos. Donc aujourd'hui, on propose l'intégralité de ces cellules. Donc aujourd'hui, on est passé cette phase qualitative où on a comparé les photos de la grotte Cosquer avec ce qu'on a réalisé en 3D. Donc aujourd'hui, il y a une photo qui est à droite ou à gauche et on va dire un rendu numérique 3D qui est ou à droite ou à gauche. Est-ce que vous pouvez faire la différence? Allez, qui vote pour la gauche? Je déconne. Donc analysez bien les détails. C'est impossible, donc, mais moi je dirais celle de droite. Donc on parle de la main de la découverte. La main de la découverte, c'est Henri Cosquer en fait qui débarque et qui découvre la grotte de Cosquer. Enfin voilà. Et du coup, je vais vous montrer par la suite en fait dans la scénarisation temps réel. Mais en fait, il débarque sur la plage et en fait, il va se diriger. Donc à savoir qu'en fait, il découvre la grotte avec une lampe torche. Donc remettez-vous en scène. Henri Cosquer qui débarque dans une salle toute noire, toute sombre, et qui va avoir une seule lampe torche et qui va devoir se diriger, pour découvrir. Donc il découvre la grotte et on appelle ça cette œuvre la main de la découverte parce que c'est la première œuvre qu'il découvre. Donc est-ce que, par un exemple, Madame, est-ce que vous pouvez me dire où est le rendu 3D? Alors, je vous donne des indices. On va aller voir la restitution ici de lumière. Vous voyez ma souris? D'accord. Vous voyez ici, en fait, si vous allez prendre une photo avec un flash, en fait, la direction de la lumière va être en fait face à vous. Donc, vous pouvez voir ici qu'en fait, la lumière en fait éclaire uniformément l'œuvre. Donc, on parle plus de photos dans ces cas-là. Alors que le rendu 3D, lui, va calculer la lumière de plusieurs directions possibles. D'accord? Donc, la réponse. C'était le tour d'Anita. C'était le tour d'Anita, voilà. Voilà. Donc on a des indices qui nous disent, le rendu 3D, en fait, au niveau du maillage, il peut être cohérent et précis, mais il y a aussi une restitution de la lumière qui est très importante. Un maillage 3D sans lumière n'est pas visible, comme une grotte sans lumière n'est pas visible aussi.
Voilà, c'est ce qui était important dans les objectifs de la restitution. On parlait de fidélité tout à l'heure. Voilà, l'objectif, c'était bien ça, c'est d'avoir un modèle 3D assez fidèle pour pouvoir alimenter derrière, en fait, l'ensemble du consortium en charge de la réalisation. C'est-à-dire que derrière, on a fourni tout un certain nombre de fichiers aux peintres, aux sculpteurs, aux bâtisseurs, aux faiseurs, au comité scientifique. Et c'est tout ça, en fait, qui permet justement de reproduire fidèlement et dans les règles de l'art la future grotte. Donc voilà. Donc comme le disait Laurent, aujourd'hui, nous avons travaillé à scénariser la grotte, c'est-à-dire découper la grotte précisément afin de l'intégrer dans le bâtiment, le futur musée, le MUSEM. Et ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de visiter la grotte en 3D. Je peux pas parler. Bon, je vais te tenir. Hop. C'est gentil. Alors, nous avons ciblé quelques points un peu clés de la grotte parmi différentes œuvres. Donc Stéphane va nous y emmener. Donc, voilà. Bon. Donc ici, on parle de la plage. Donc la plage, c'est ce plan incliné que l'on voit, où Henri Kosker va émerger ici. Et sa première vision, c'est de découvrir donc la plage. Donc la plage qui est ce plan incliné. Et on va aller se déplacer. Donc la grotte est assez grande, hein, vous pouvez le voir. Donc il va y avoir plusieurs types de textures différentes dans la grotte, avec des concrétions. Donc c'est un exemple concret, ce que vous avez devant vous, c'est une concrétion. Et par la suite, on va aller naviguer un peu plus derrière, et on va aller voir la main de la découverte, donc, qui est au fond là-bas. Donc ici, la difficulté, c'était qu'on n'est pas sur un bâtiment, donc on n'a pas des scans avec des murs et des plans, mais une géologie extrêmement accidentée qui a rendu la chose un petit peu plus complexe. On peut l'imaginer, oui. Voilà. Donc ici, c'est la main de la découverte. Vous pouvez voir. Alors il y a d'autres mains, donc ici, c'est des couleurs ocre, mais il y a d'autres mains aussi qui sont assez intéressantes. Donc le panneau des mains noires aussi. Il y a aussi des bisons, je vais vous y emmener tout de suite. Ici, vous avez l'œuvre du bison 1, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a deux. Ah oui. Je pense que la personne la plus apte à décrire au niveau paléolithique, c'est Laurent Delbos, mais au niveau du contexte. Mais voilà, donc ici on a le bison 1, vous avez beaucoup de gravures, et vous avez donc ici un autre bison, que vous pouvez voir ici. Les gravures, vous pouvez le voir ici, et juste avant. Je vais vous montrer une dernière œuvre, c'est l'œuvre des chevaux. Donc ici, vous avez des chevaux qui sont en péril à cause justement de la montée des eaux, avec des peintures un peu partout. Incroyable. Donc voilà, ça c'est un travail qu'on a pu réaliser en à peu près 6 mois, avec des algorithmes, comme je vous l'ai précisé dans les slides avant, de trouver en fait des moyens, en fait, on parle de téraoctets de données, savoir en fait les optimiser pour les restituer en temps réel et pouvoir avoir un format d'échange avec tous les logiciels du marché et pouvoir l'exploiter aussi au niveau des futurs ingénieurs, des futurs docteurs qui travaillent sur le sujet, et du coup d'avoir autant de données a été un défi, et je pense que ça a été réussi de notre côté. Défi relevé de notre point de vue. On peut vous applaudir, bravo. Merci. Si vous le permettez, je vais donner le dernier mot à Richard Strambio, conseiller régional en PACA. Bravo pour cette initiative, monsieur le conseiller régional. On a hâte de venir vous voir. Tout comme j'ai hâte de me rendre sur place pour voir le rendu et rencontrer surtout ces magnifiques équipes qui se sont dévouées
corps et âme pour ces rendus. Vous voyez, là, moi, je n'ai eu de la grotte Cosquer que des visions de photos, une seule dimension, je vais dire, mais là, j'ai aperçu sur mon écran que même l'eau était reflétée. Bien sûr, les gravures, les peintures. Enfin, vraiment, j'ai vraiment l'eau à la bouche, puisqu'on a parlé d'eau. On a vraiment hâte de se rencontrer, c'est pour bientôt, et je m'en réjouis. Bravo à tous, en tout cas. Super, merci encore. Bravo à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, bon, ben voilà, ça nous fait une destination de plus dans notre Tour de France. On viendra vous voir pour la V2 de notre livre blanc, évidemment. On vous applaudit à nouveau et je vais vous inviter à rejoindre la première ligne. Et je vais demander à Aymeric Bution de la Banque des Territoires de me rejoindre, ainsi qu'à Laurence Bagot et à Adeline Rispal. Voilà. Aymeric, si tu veux bien te mettre à la place de Stéphane, et Laurence et Adeline ici. Alors Aymeric Bution, il est responsable marketing et animation territoriale au département transition numérique de la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Pas facile. De la Caisse des dépôts, pas facile à dire sans respirer. Laurence Bagot est présidente de Narrative, qui est une société de production numérique. Elle est déléguée du collège exposition de PXN, qui est l'association des producteurs d'expériences numériques. Elle nous en dira plus sur ce collectif. Et Adeline Rispal est la présidente d'XPO, qui est la fédération des concepteurs d'exposition. Donc, et qui est aussi la patronne de l'atelier Adeline Rispal, dont vous nous direz un petit mot aussi. Notre sujet, c'est l'immersion, on l'a bien compris. Alors là, on a même plongé totalement dans la grotte Cosquer. Et eh bien, la Banque des Territoires s'intéresse à ce sujet de l'immersion, à ce que finalement, ce qu'on appelle le XR peut apporter aujourd'hui au territoire. Et on est un peu le laboratoire ici. Oui, bah, ce que ça peut apporter au territoire, je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter, en fait, vu ce qui vient d'être montré. Je pense que ça va paraître un peu fade. C'est un territoire qui est assez peu fréquenté malgré tout, celui-là. Hein. Mais justement, c'est peut-être un des intérêts du numérique, c'est de montrer ce qui est forcément invisible. Oui, on s'est intéressé au sujet parce que, d'abord, évidemment, le sujet est mature, on le voit. Je pense que tous les exemples qui nous ont été montrés sur cette première journée, puis déjà hier, démontrent effectivement que la technologie est mature. Et puis surtout, ce qu'on voulait voir, et c'est un peu notre métier au sein du département de la transition numérique, c'est de montrer comment certaines technologies, parfois un peu prospectives, ou qui apparaissent comme prospectives, peuvent aider finalement les collectivités dans l'ensemble de leur politique publique. Et là, je vais un peu ouvrir le sujet, parce que là, évidemment, on parle plutôt de patrimoine et de numérique, mais là, la façon dont on a adressé le sujet au travers d'une étude avec des visées d'investissement, puisque je suis au sein de la direction d'investissement, c'était de démontrer comment les technologies XR, donc réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte, et son binaural, peuvent aider en fait les collectivités dans l'ensemble de leur politique publique, que ce soit l'éducation, le développement économique, la formation, on l'a vu, les questions culturelles et patrimoniales, de marketing territorial aussi, d'identité, ça c'est des choses assez fortes, le tourisme, qui est un sujet important chez nous. Voilà, on voulait montrer que ces technologies-là ne servent pas uniquement finalement aux aspects, là on l'a vu, on a des exemples éclatants d'intérêt sur le patrimoine, mais aussi dans d'autres domaines. Voilà, c'était ça l'objectif. Et on a donc édité un guide qui sortira là dans qui est rédigé, mais une question d'édition, d'impression et de communication, mais qui sortira dans quelques jours et qui aide à démystifier cette technologie, expliquer enfin ces technologies, ce qu'elles sont, et puis ensuite d'aider la collectivité à dire voilà, j'avais pas forcément d'idée où je savais, bon pour moi c'était un aspect vidéoludique, eh bien en fait je me rends compte que non, ça peut me servir à autre chose, et on essaye d'apporter quelques briques méthodologiques et de bonnes pratiques pour aider à s'emparer de cette technologie-là. On le voit, c'est pas forcément les premiers coûts, les premières expériences sont pas forcément très élevées en termes de prix. Vous avez vu, moi je suis surpris, hein, 6 mois pour faire ça, 6 mois. Oui, enfin, sachant qu'il y a quand même une quantité importante de relevés qui a été fait en amont. Ouais. Mais je veux dire, une fois que ces relevés sont faits, on se rend compte que la réalisation derrière peut être très rapide. Sur des projets informatiques, de dématérialisation de process, de choses que les collectivités connaissent bien, ça prend bien plus de temps. Mais par contre, on s'est rendu compte que parmi les freins,
D'abord, on va être honnête, hein, peut-être qu'on ne l'a pas trop dit, mais il y a cet aspect un peu, cette image un peu vidéoludique qui colle à la peau, notamment de la réalité virtuelle, en disant bon, non, c'est un truc de jeu vidéo. Alors heureusement qu'il y a du jeu vidéo et qu'on est très bon en France dans ce domaine parce que ça permet de faire ce genre de choses. Mais il fallait d'abord casser cette image-là et puis ensuite de montrer ce que c'était capable de faire. Et ça, on a repéré à peu près dans différents domaines à peu près 90 projets. Une cinquantaine d'entreprises dans les différents domaines. Alors, on n'est pas allé aussi loin que les livres blancs, ça se complète très bien. Moi, je suis ravi du travail que vous avez pu faire parce que ça va compléter le travail de référencement que nous avons fait. Et puis, voilà, de mettre ensuite, de démontrer les capacités. Je donnerai juste un exemple, mais qui, moi, m'a bluffé parce que je l'ai fait aussi en termes d'expérience, c'est la formation. Le nombre d'heures que les collectivités, que nous aussi, dans nos métiers, nous passons en formation, notamment sur ce qu'on appelle de façon très française des soft skills, vous savez, la capacité à savoir négocier, la capacité à savoir... Les savoir-être. Les savoir-être, voilà. Et on fait souvent voilà, on pourrait très bien imaginer l'accueil du public. Eh bien, on sait qu'en termes de formation, on peut réduire ce temps de formation grâce à la VR et tout en améliorant le taux de rétention de l'information. Parce que quand on est en réalité virtuelle, parce que c'est quand même celle-là qui domine avec la réalité augmentée, oui. La réalité mixte et son binaural sont plus marginaux. Là, très clairement, on sait qu'on arrive à développer des sensations, à développer de l'empathie, à développer des émotions qui sont incapables d'être restituées dans une formation à 8 ou 10 dans une salle avec un formateur. Et on est persuadé à Moyen des Territoires voilà, qu'il y a plein de domaines de compétences comme ça, pas que la formation, ça c'est un peu un effet particulier, mais on l'a tous fait, quand on met un casque, on se dit « Ah ouais, on y est ». Et puis il y a un effet waouh, il y a un effet, voilà. Du coup, il y a une émotion qui se crée et on retient beaucoup plus les choses. Et quand on veut créer du marketing territorial, quand on veut créer une identité de territoire, quand on veut effectivement améliorer son offre touristique, etc., eh bien, effectivement, ces technologies-là rentrent complètement dedans. Voilà. Donc, c'est un peu cet avis-là qu'on a. Et puis, derrière, ça se traduit de façon très opérationnelle. On est une banque. Il y a un certain nombre de projets qu'on a pu accompagner ici. On a aussi, évidemment, investi dans des sociétés au travers du PIA, dans le Grand Palais Immersif, que Roy a présenté tout à l'heure, donc je n'en parlerai pas plus que ça, mais voilà, derrière, ça se traduit vraiment dans des investissements. On va porter aussi des appels à projets, là, dans le cadre du PIA 4, dans les prochaines semaines avec Gilles, je ne sais pas s'il était dans la salle ou pas, voilà, c'est Gilles, qui va constituer une bonne partie de son activité dans les prochains mois et de l'équipe. Voilà, et d'ailleurs, on fait des webinaires en ce moment. Quand je dis en ce moment, le prochain est vendredi, et la semaine prochaine, pour expliquer, et pour tous les porteurs de projets qui le souhaiteraient, si vous avez des questions à poser sur le cahier des charges, sur le déroulement de cet appel à projet, voilà, venez, on va essayer de répondre à vos questions avec l'équipe. Mais voilà, concrètement derrière, au-delà de l'étude, au-delà du guide, qui est une partie un peu, on va dire, voilà, le terme m'échappe, mais qui est simplement pour aider à comprendre cette technologie-là, eh bien, derrière, voilà, il y a des actions de financement et d'accompagnement qui se traduisent. Il y a une forme de prévalidation de l'intérêt de ces choses-là côté Banque des Territoires. Ouais. Pour vous, c'est effectivement des technologies d'avenir, notamment dans le domaine de la formation. C'est très intéressant, cette notion de rétention de l'information par la contribution émotionnelle. Là, je pense que ça met en mots des choses qu'on sentait intuitivement et qu'on retrouve effectivement dans l'expérience patrimoniale qui a haute densité émotionnelle. Donc, merci effectivement à la Caisse d'accompagner les territoires toujours en ingénierie. On le sait, c'est pour les plus petits territoires, c'est souvent là que le bas blesse. Oui, il y a le nouveau programme après la continuation de Action Cœur de Ville qui donc vise plutôt les centres-villes des villes petites et moyennes. Là, il y a maintenant un programme Ville de demain qui s'adressera cette fois-ci à 1200 petites collectivités et qui les plus petites cette fois-ci voilà, qui va viser aussi à améliorer la qualité des centres-villes et puis des projets d'innovation qui pourraient être portés dans ces territoires. Super, merci beaucoup Aymeric Bution. On relaiera bien sûr dès qu'il sera disponible en ligne ce guide. On fera un webinaire ensemble d'ailleurs, voilà, je le dis. On fera un webinaire au mois de novembre sur la question, on communiquera. Avec plaisir, merci beaucoup. Laurence Bagot, Adeline Rispal, vous avez en
en commun la notion d'expérience, à la fois des expériences numériques qui doivent nous immerger. Alors, Laurence est dans le livre blanc hein, que vous découvrirez à travers l'initiative de Vaud-Vicomte, l'immersion sonore magnifique qui a été réalisée sur place. Et puis, Adeline, qui préside XPO, est également sur cette notion d'expérience. Aujourd'hui, une expo ne consiste plus seulement à poser à l'extérieur, exposer, mais bien à scénariser une expérience qu'on va vivre et dans laquelle on va s'immerger. C'est notre sujet. Laurence Bagot, PXN, qu'est-ce que c'est? Alors, j'avais préparé des slides, est-ce qu'on peut les mettre? Oui, c'est moi qui ai la manette, pardon. Voilà, hop, merci. Allez. Non, là, je suis sur les slides. C'est vers là-bas. Non, en fait, c'est le gros bouton. C'est celui du milieu. Voilà. Et voilà. PXN, c'est l'association des producteurs d'expériences numériques. Vous nous avez peut-être rencontré pour certains, je reconnais des visages dans le stand des exposants partenaires. On est une association de 70, je dirais, petites sociétés. On aime se définir comme des artisans. On fait des films aussi par ailleurs pour la télévision ou le cinéma. On fait plein d'autres choses que des expériences numériques, mais on est tous venus à un moment aux différentes technologies numériques parce qu'on est avant tout des raconteurs d'histoires. J'entends beaucoup ici des gens venir vers notre stand et nous dire « Ah, voilà le numérique, je comprends rien, il faut que vous m'expliquiez, c'est quoi, on m'en parle ». En fait, c'est un peu comme si vous alliez sur un stand d'un éditeur et vous disiez « Ah, voilà le livre, je ne comprends rien, l'imprimerie, il faut que vous m'en parliez ». Il faut que vous fichiez un peu de la technologie et que vous pensiez plutôt à votre projet en termes d'histoire. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? C'est quoi vos éléments de départ? Quel est votre lieu? Quelles sont vos sources documentaires, scientifiques, etc. Quel est votre public? Pour avoir avant tout en tête, plutôt qu'une technologie, une histoire, comme on commence un livre avec un projet d'histoire, un film avec un projet de film qui est avant tout l'histoire, avant de savoir comment on va la filmer, est-ce que ça va être en 4K, en Super 8 ou en je sais pas quoi. Après, il y a tout un tas de technologies, et j'en ai mis là un certain nombre, mais il y en aura l'année prochaine 3 de plus. En ce moment, le grand thème, c'est l'immersion. Donc, on fait de l'immersion à tout vent, plus ou moins immersif d'ailleurs. Mais ce qui nous importe, nous, c'est vraiment à PXN, ce qui nous rassemble, les producteurs de PXN, c'est de faire des projets, on va dire, sensibles, narratifs, informatifs, mais en réfléchissant à comment on prend le truc, quoi. Et pas seulement en termes de technologie, mais en termes de propos. C'est quoi le propos? C'est quoi le sens? Pour qui je parle? À qui je m'adresse? La personne qui écoute, regarde, vit l'expérience immersive, elle est où dans l'histoire? Est-ce qu'elle est dedans? Est-ce qu'elle est à l'extérieur? Enfin, un peu comme n'importe quel scénariste le ferait. Donc, on est avant tout des scénaristes qui ensuite utilisons la technologie pour faire un levier de tout ça. Il y a 4 sociétés. Excusez-moi, je ne suis pas très douée. Non, je voudrais aller avant. Mes slides ne sont pas dans le bon ordre. Il y a 5 sociétés qui sont là, présentes sur le stand. On a tous un peu des compétences parce qu'on a développé des productions, soit en VR, soit en table tactile, soit en son binaural, soit je vais en oublier, mais en expérience immersive, film ou multimédia, etc. Mais l'enjeu de tout ça, c'est de porter un projet avec la meilleure technologie. Ça veut dire que Emmanuel, qui a beaucoup fait de table tactile, sans doute un jour, quelqu'un est arrivé vers lui et il a dit « Non, mais en fait, c'est pas la table tactile qu'il vous faut faire, c'est plutôt une expérience immersive. » De la même façon que moi, j'ai fait beaucoup de films et de choses en images. Et un jour, je me suis dit, j'étais dans une abbaye bénédictine, et je me suis dit, mais ça serait un crime de mettre des images ici. C'est le lieu qu'il faut regarder. Et donc, on a réfléchi à quelle technologie on allait utiliser pour raconter notre histoire. On s'est dit, en fait, le son, ça suffit, parce que l'image est devant nous. Chez Anima Viva aussi, vous avez développé beaucoup de formats. Et à chaque fois, notre savoir-faire n'est pas un format, mais c'est de savoir adapter un projet à un contexte, mais aussi à
un budget de maintenance et de fonctionnement. La VR, par exemple, ça nécessite d'avoir du personnel qui distribue des casques, qui les nettoie, qui les maintient en termes de mise à jour, etc. Si vous n'avez pas ce personnel-là, ne faites pas de VR. Si vous avez une jauge très importante, ne faites pas forcément de VR, parce que la VR, c'est forcément des petites jauges. Inversement, il y a d'autres technologies qui peuvent être tout à fait adaptées à votre contexte et, une fois de plus, à votre histoire. Et c'est pour ça que c'est hyper important, quand vous faites un projet, de réfléchir en conception dès l'amont du projet, avec des gens comme Adeline, qui est scénographe et avec qui on collabore. Elle vous en parlera au sein de XPO, mais aussi au sein de nos projets pratiques, avec tous les lieux de patrimoine en France, les musées, etc., de se dire très en amont, en fait, c'est quoi ce lieu, c'est quoi ce qu'on veut amener au public, comment est-ce qu'on veut l'amener, quel est des choses que n'importe qui peut écrire. Est-ce que je veux que ce soit marrant, poétique, est-ce que je veux que ça fasse peur, est-ce que c'est vraiment des choses, on n'a pas besoin d'être pro du numérique et de connaître la technologie pour avoir une intuition de qu'est-ce que le lieu qu'on veut défendre et quel est le message qu'on veut porter. Donc, pour passer le micro à Adeline, qui va parfaitement continuer ça avec l'intermédiaire de Sébastien, je pense que c'est normal que vous ne connaissez rien. Nous-mêmes, on ne connaît pas les technologies de demain, on découvre parfois les technologies en les faisant, mais l'important que vous devez définir, c'est qui je suis, quelle est mon histoire, quelles sont mes sources documentaires et scientifiques, quel est mon public, quelle est ma jauge, est-ce que je suis dedans, dehors les écrans, c'est quand même pas très pratique, on voit rien. Voilà, c'est des choses, mais vraiment toutes bêtes, de la conception, et quelque part apporter ce cahier des charges qui est hyper simple. Quelle durée, est-ce que je veux que les gens restent 10 minutes, 1 heure, etc. Enfin, des choses, des paramètres qu'on a écrits dans le livre blanc qui sont à la portée de tout le monde. Et après, peut-être vous acculturer de 2-3 expériences, mais une association comme PXN est là aussi pour vous montrer des choses, pour vous orienter vers des technologies qui sont adaptées à votre projet. Donc, ne copiez pas le voisin, ne pensez pas que vous êtes bête parce que vous connaissez pas le numérique, c'est pas la question, mais réfléchissez à qui vous êtes et ce que vous avez envie de raconter. C'est super important. Merci beaucoup. Là, on est clairement dans l'ingénierie, on est clairement dans la manière dont chaque territoire peut s'emparer de son propre sujet. Alors souvent aussi en se disant comment je partage ça localement avec ceux qui effectivement sont soit les propriétaires, soit les gestionnaires des patrimoines, les associations et aussi la population. C'est-à-dire comment définir ensemble ces objectifs. C'est extrêmement à la fois vertueux et vous verrez que finalement ça donnera du sens très très vite à votre projet et ça permettra effectivement assez rapidement aux professionnels de s'en emparer. Allons-y, Adeline, oui. Sur les expositions. Je ne sais pas où sont les slides. Le monsieur là-bas fait des gestes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, David me dit qu'il a besoin d'une seconde. Alors, présentez Adeline XPO et puis ça va apparaître à l'écran. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Adeline Rispal, je suis architecte et scénographe. C'est important parce que on vient toujours de quelque part quand on aborde un sujet, même si je l'aborde de manière transdisciplinaire, ce qui est un peu l'objet même de l'architecture, c'est qu'on est toujours transdisciplinaire. C'est un peu notre ADN des architectes, cette formation à avoir une approche globale de toutes les problématiques, qu'elles soient architecturales, culturelles, scénographiques ou même numériques. Donc la Fédération des concepteurs d'exposition, tout naturellement, l'a créée pour mettre ensemble tous les métiers de la conception d'exposition, et l'exposition au sens le plus large du terme. Vous verrez dans le livre blanc, effectivement, j'explique que l'exposition est aujourd'hui, on considère que c'est un dispositif spatial, intellectuel, spatial, artistique, parfois, qui a pour objet de mettre en relation des visiteurs avec des contenus, qu'ils soient l'œuvre de l'homme, des œuvres artistiques, des œuvres au sens patrimonial du terme. Le patrimoine est bien une œuvre humaine, ou de la nature, puisqu'aujourd'hui, évidemment, il y a les musées d'histoire naturelle. Donc cette définition, si vous entendez bien, elle permet aussi de qualifier un parcours patrimonial, un parcours archéologique, dans un site, des parcours territoriaux, mais aussi on peut se retrouver dans des dispositifs commerciaux, purement et simplement. Et pourquoi fédérer tous ces gens-là? Eh bien parce que on travaille en transdisciplinarité. Et il n'y a que comme cela qu'on peut aborder des problématiques complexes qui sont celles de la valorisation du patrimoine.
Le patrimoine, c'est un bâtiment, une histoire, c'est dans une ville avec des acteurs du territoire, des acteurs locaux, avec des acteurs aussi nationaux hein, pour financer. Et c'est aussi une approche d'ingénierie culturelle, c'est là où il y a encore une strate par-dessus la nôtre. Ce sont tous ces gens qui vous conseillent très en amont et qu'il faut vraiment écouter. Et il faut aussi trouver les financements pour que très en amont, on pose les bases qui ont du sens pour chaque projet et qui permettent de financer des études préliminaires dans lesquelles on pose les fondations. À ce stade-là, vous financez les fondations des projets. Si le projet est bien fondé derrière, il y a tous les métiers qui arrivent, il y a les moyens qu'il faut, il y a l'intelligence qu'il faut, il y a le sens qui a été posé dès le départ. Et c'est comme ça qu'il y a des bons projets et qui sont pérennes. Tous ces projets qui démarrent de rien, de nulle part, avec un petit coup numérique dans un patrimoine qui a pensé que ça allait résoudre son problème, on voit très vite qu'ils sont très vite datés, très vite ils sont déceptifs. Voilà. Donc nous, on est des professionnels de tous ces métiers-là. On voit bien, avec l'expérience qu'on a, on voit bien les projets qui marchent moins bien. Ce matin, il y avait un très beau projet à Cabourg qui a été parfaitement fondé, avec des gens qui ont conseillé les clients très en amont, les financements qu'il fallait, etc. Et les spécialités à chaque étape du projet. Et le numérique s'intègre là-dedans merveilleusement. Mais n'oublions pas que ce sont des projets complexes et c'est ça qui fait leur beauté et leur qualité. C'est donc le Figital dont on parle aujourd'hui. Ah oui, pardon. Donc XPO, ce sont ces 7 associations qui ont fondé XPO il y a 2 ans maintenant. Donc il y a des muséographes qui sont les gens qui écrivent les contenus, qui les adaptent des contenus scientifiques à des problématiques spatiales, parce que l'exposition c'est quoi? C'est un corps qui se déplace dans l'espace. Ça n'a rien à voir avec même la VR, c'est de l'expo, puisque le corps dans la VR, c'est l'espace qui se déplace autour du corps. Oui, donc. Mais en réalité, c'est pour faire croire que c'est c'est le corps qui se déplace dedans. Ça. Donc en fait, l'exposition, elle est aujourd'hui, elle est Figital. On ne pense plus une exposition sans être entre ces 2 mondes. Et ces 2 mondes, mieux ils sont tissés, et plus l'expérience est forte. Parce que la première des immersions, c'est l'architecture. Vous êtes ici dans cette salle merveilleuse, où on est en pleine lumière, ce qui est très agréable pour un colloque. Vous serez dans une cave, dans le noir, à faire la même chose. Vous ne serez pas dans le même état de réceptivité que là. Surtout après de nombreuses heures à écouter cet homme passionnant et tous ces interlocuteurs passionnants. Mais néanmoins, le fait que vous soyez dans la lumière du jour, ça vous transforme, ça change votre cerveau et votre capacité. Moi, je travaille beaucoup sur les neurosciences et les sciences cognitives depuis très longtemps et maintenant les neurosciences. Il ne faut pas oublier non plus que le cerveau capte mieux le réel que le virtuel. L'expérience est beaucoup plus forte. Je dis toujours à mes étudiants, dont une est là dans la salle, l'architecture est plus forte que la scénographie. Donc, capter la puissance de l'architecture pour avoir une expérience forte. Et donc, ça, c'est un peu inhérent à tous ces projets-là de valorisation du patrimoine. Voilà. Donc, je crois que j'ai dit à peu près le maximum. On a des partenaires maintenant qui s'agrègent à XPO. Il y a une association d'entreprises spécialisées dans tous les métiers de l'exposition, dont les gens du numérique, qui s'agrègent. Il y a Manifesto, qui est un producteur d'exposition, qui a aussi des incubateurs d'artistes. Et ce matin ou hier, j'entendais la problématique d'utilisation de tout ce patrimoine. Souvent, les collectivités ont des patrimoines dont elles ne savent pas quoi faire. Hier, ils nous disaient que l'aile qui n'est pas encore restaurée de la chaise Dieu, ils ne savent pas très bien pourquoi la restaurer, ils ne savent pas quoi en faire. Aujourd'hui, on se pose ces questions d'usage de ce patrimoine, il faut le mettre au service de la collectivité. Faites des incubateurs d'artistes, ce que vous faites tous les jours, de start-up qui sont ancrés dans des territoires spécifiques, inhérentes, qui ont du sens dans ce territoire. Et là, ces patrimoines vont vivre. Parce que le tourisme, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi faire vivre la collectivité. Et enraciner des activités, notamment des activités innovantes. Merci beaucoup à toutes les deux. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Adeline, notamment sur XPO, à la suite de vos slides? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez nous montrer? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un stand, effectivement, chez les partenaires, là, sous la tente, que vous avez ce dépliant qui décrit toutes les associations avec toutes les coordonnées de tout le monde. On a un site xpofédération.org qui regroupe, qui donne les coordonnées de tout le monde. Et on vous engage à nous appeler pour vous conseiller, pour vous envoyer vers les bons partenaires. Nous ne faisons pas de prestations, nous sommes une fédération d'associations. Mais en revanche, pour vous conseiller, vous orienter, on est là pour ça. Qualifier le besoin et organiser la méthode qui précède la question qu'on posera à vos professionnels membres. Un dernier mot, Laurence?
Moi, j'ai eu la chance de croiser ce matin Nicolas Orsini. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Ah voilà, Nicolas. Je ne sais pas si c'est complètement off, mais je lui disais, nous, on a très envie à la fois chez XPO et chez PXN d'organiser des petits séminaires de formation pour les élus et les différents parties prenantes dans les organismes publics sur le patrimoine et sur nos métiers, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a peu de connaissances et les appels d'offres, c'est un mode de passation de marché qui est très compliqué pour la conversation. Donc on se dit à la fois chez XPO et chez PXN, il faut non pas qu'on se parle en amont, mais qu'il y ait une conversation créative, que la création n'arrive pas à la fin, que vous soyez tous autant que vous êtes, et nous connaisseurs de vos contraintes et vous connaisseurs de ce qu'on fait. Et voilà. Et donc Nicolas, ça l'intéressait. J'espère qu'on pourra développer ça en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et ce sera grâce à Erytech. Avec plaisir. Si on a fait ça, on n'a pas manqué la cible. Mais je note la phrase les appels d'offres, c'est compliqué pour la conversation. C'est pas faux. Roy Amit. Qui me contredira? Non, personne. Roy Amit, un premier retour. Roy Amit est notre grand témoin cet après-midi, jusqu'à 15h45. Roy, qu'est-ce que vous inspire ce que vous avez entendu sur cette première partie? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Écoutez, je trouve que c'est formidable. Je retiens trois choses. La première, c'est une maturité aujourd'hui qu'on voit à la fois dans les outils d'acquisition, enfin des captations numériques, mais aussi dans la manière de les restituer, les diffuser, de les partager. Donc cette maturité-là, qu'on voit à travers les exemples, il faudra on n'est plus dans d'expérimentation continue qui va en effet continuer, mais qui nous permettent aujourd'hui d'avoir à la fois des résultats très 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 satisfaisantes et des manières de les partager, les diffuser autant plus. Deuxième chose que je retiens, c'est l'importance, je dirais de manière générale, de le UX, c'est qu'on dit dans le digital, mais en fait, c'est l'utilisateur au centre. Et comment il est important tout de suite, dès le début, de penser, donc, que ce soit de la narration, de ce qu'on veut raconter, de ce qu'on veut faire vivre, pourquoi on les fait, pourquoi on numérise les choses. Et donc, du coup, de poser ces questions-là de l'UX, ou de la manière dont on l'utilise, un public puisse appréhender, approprier les patrimoines comme une première question. Et troisième peut-être élément, c'est cette nécessité toujours à conjuguer à temps rapide et à temps plus lent. À temps rapide parce que les technologies, les usages avancent très très rapidement. Et donc il faudra qu'on continue d'accompagner et voire d'être en avant-garde de ces évolutions, mais en même temps la nécessité de se poser, d'avoir une vision un peu stratégique de ce qu'on fait, de poser les bonnes questions, de prendre parfois le temps pour réaliser les choses, et donc de comment on jongle et on articule ces deux temps. Voilà les trois remarques rapides. Merci Roy, merci beaucoup. Tu interviens quand tu veux, pendant nos échanges, on te garde avec nous. Peut-être un dernier mot d'Adeline Rispal sur la question effectivement de la relation entre numérique et environnement. Oui, c'est un vrai sujet pour les expos quand on voit la quantité de choses qu'on peut jeter après une expo. Voilà, c'est un vrai sujet pour les expositions, la partie physique de l'expo Figital, mais c'est un vrai sujet pour la partie digitale et numérique. Oui. Et ce sujet-là, je pense que dans un tel colloque, on devrait en parler peut-être un peu plus. C'est vrai. C'est aussi un des paramètres évidemment fondamentaux à prendre en compte dans la conception. C'est-à-dire ne pas se lancer dans quelque chose qui serait contraire à tout ce mouvement dans lequel nous devons être tous, qui est d'être extrêmement attentif à la question de l'énergie et des flux. Donc voilà, ça, je crois qu'il y a bien besoin de croiser les deux. On a des infos du côté de l'environnement, on a des infos du côté du numérique. Les infos convergent pas toujours. J'ai eu une conversation hier soir à ce sujet. Voilà, parce que ça me paraît être fondamental. Voilà. On ouvre ce sujet-là, on le referme pas.
Merci, merci beaucoup, merci à tous les trois. On vous applaudit. Et sans plus attendre, on va continuer sur ces questions d'immersion avec Hugo Rius et Maxime Delplanque, fondateurs de Briques 3D, qui vont venir vers moi ici. Et avec de ce côté-là, Hélène Perret, Fawzi Teboulbi et Anne-Sophie Mosselin. Voilà, ici les gars. Hop. Je vous laisse vous installer. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Ah, je me sens... Voilà. Là, on est où? On fait Pâques à l'Auvergnate. Alors, différentes manières de s'immerger. C'est de ça qu'on parle, immersion fidèle, immersion réussie, c'est tout ce que nous avons à cœur de vivre. On verra effectivement avec Explore Visite que l'immersion, c'est pas forcément tout seul. Avec Hélène Perret, que c'est pas forcément avec les yeux, mais que c'est toujours forcément quelque part. Et qu'effectivement, il faut bien s'immerger dans quelque chose, dans un double virtuel, un lieu. On parle beaucoup de lieux, et c'est le métier de Briques 3D. Alors, voilà, Hugo et Maxime sont un petit peu dans leurs petits chaussons, parce qu'effectivement, le patrimoine, c'est un sujet qu'ils abordent de manière assez récente. Parce qu'ils se disent, on a une belle technologie, on se dit que ça pourrait avoir du sens, mais on a envie de dialoguer avec les collectivités là-dessus. Donc, racontez-nous ce que vous faites. Déjà, bonjour à tous. Donc effectivement, Briques 3D que nous avons fondé avec Maxime il y a très peu de temps, il y a 1 an et demi, en plein premier confinement 2020. La société en fait on a eu cette idée-là en fait suite à notre premier métier qui est d'être agent immobilier à la base. Et de formation, moi je suis graphiste 2D 3D en cinéma d'animation, donc il n'a absolument rien à voir avec le métier d'agent immobilier. Et effectivement, à force de travailler avec les différents promoteurs dans le nord de la France de base, on recevait les plaquettes de commercialisation des promoteurs, et on s'est dit que la qualité graphique n'était vraiment pas optimale en fonction du budget qu'ils mettaient, comparé au budget qu'ils mettaient effectivement dans leur projet de promotion. Et on a décidé de monter donc cette entreprise afin d'apporter notre expertise de graphiste et d'expertise immobilière en même temps. Donc ça a bien fonctionné malgré la conjoncture que l'on connaît tous. On est assez content du résultat, et un beau jour on a rencontré monsieur Pascal Payen-Penzeller ici présent, président du Geste d'Or, auquel on a directeur général, pardon. Directeur général délégué. Délégué, oui, délégué. Soyons précis. Effectivement. Et on lui a présenté un peu notre savoir-faire là-dessus, et il nous a dit, écoutez, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du patrimoine, et d'utiliser votre technologie de numérisation 3D qui est apportée aux promoteurs, et de la faire basculer plutôt vers le patrimoine, notamment au niveau de la conservation du patrimoine. Donc beau projet, on a longuement discuté, et puis ensuite on s'est rapproché d'Eritech, effectivement un beau jour, et de là est née une idée qui était qui est en train de naître, de créer on va dire un inventaire du patrimoine français sous forme de modèle 3D qui serait disponible à tous et à toutes. Qui serait en lien potentiellement avec le site Pop Culture, qui est un site du ministère de la Culture, qui recense l'intégralité du patrimoine français. Et l'idée serait effectivement d'apporter un modèle numérique 3D à tout Français et à tout être humain au final. Oui, parce que ça peut aller plus loin, oui. Exactement. Et donc si on est ici aujourd'hui, notre statut est un peu particulier, parce qu'on n'a pas de choses à vous présenter réellement, ne serait-ce que ce projet que l'on voudrait porter avec les différentes collectivités. De se positionner en tant que faiseur effectivement 3D ou de porteur de projet de cette idée-là. Donc de concrétiser une base de données ouverte d'un modèle 3D pour le patrimoine français. Voilà un petit peu l'idée. C'est une belle ambition, effectivement. On a besoin d'inventorier et d'avoir un catalogue. Parce que demain, c'est ce catalogue que les 60 millions de propriétaires de casques virtuels dans le monde, qui sont plutôt pour l'instant des gens plutôt aisés, c'est peut-être ça qu'ils vont aller voir sur leur store. Donc voilà, et que ça leur donnera envie de venir. Est-ce que Maxime souhaite ajouter quelque chose? Un petit peu pour compléter, mais pas grand-chose parce qu'il a quasiment tout dit. Il est meilleur que moi sur cet exercice-là, on va dire.
Mais non, juste, je souhaitais remercier du coup Erytech surtout de nous recevoir ici dans cet bel endroit qui est le Puy-en-Velay, qu'on a découvert il y a 2 jours. Et du coup, l'introduction par le geste d'or pour tous ces beaux projets à venir. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être avec nous. Bravo pour cette belle idée. On a besoin d'inventaire. Hélène Perret, Unendliche Studio, le studio sans fin, ce qui veut dire que ça doit tourner en permanence. Votre spécialité, c'est le son. Vous êtes dans le livre blanc aussi, à travers l'expérience de l'île. La ville de Marmande. Et puis la petite île d'espace naturel sensible. De l'île Nouvelle, pardon. L'île Nouvelle, voilà, sur la Gironde. Sur la Gironde, c'est ça. Pour le département de la Gironde. Racontez-nous, parce qu'effectivement, le son, on en a parlé avec Laurence Bagot, de narrative, mais finalement, une immersion réussie, c'est aussi une bande-son, et parfois même, ce n'est que cela. Oui. Donc je représente effectivement la société au nom imprononçable Unendliche Studio, qui n'est pas basée en Allemagne, mais bien en France, à côté de Bordeaux. On existe depuis 2014 et avec mon associé Eddy Ladoire, qui n'est pas présent sur le forum Erytech, nous travaillons ensemble autour de projets autour du son et de l'écoute depuis 18 ans maintenant. Donc effectivement, depuis hier, nous entendons essentiellement parler de réalité augmentée avec des images, essentiellement parler de reconstitution ou d'immersion fidèle avec des images. Et moi, il me manque quelque chose. Donc voilà, il me manque de quoi écouter, voire à certains moments, j'ai trop d'images. Mais bon, ça peut-être que je suis un cas. Donc j'avais prévu des slides. Il faut que je ciblez là-bas. Bouton, voilà. Vous visez David. Et j'y vois en même temps. Je vise David. Ça marche pas. Eh ben David, voilà. Donc voilà, je vais présenter à la fois les possibilités qui sont offertes par le son et la production audio pour à la fois proposer une expérience qui soit fidèle à la réalité et puis en même temps un peu infidèle, qu'on s'en décolle, à travers différentes expériences, différents exemples. Non, c'est par là. Je suis pas dans le bon sens. Je vais les passer. Voilà. Donc aujourd'hui, le son, je passerai rapidement sur ça, mais c'est quand même important que vous ayez conscience, si ce n'est pas déjà le cas, que le son, c'est une tendance actuelle. Aujourd'hui, les gens écoutent de plus en plus de podcasts, de contenus audio, de radio en rediffusion, même sur les réseaux sociaux, on a du son, on peut envoyer des messages vocaux, TikTok, Twitter, Snapchat, tout le monde s'y met. Donc on est dans une ère de l'audio après avoir été dans une ère de l'image et surtout de la vidéo. Et ça, c'est vraiment une tendance actuelle depuis 2 ans, une tendance pas seulement française, mais internationale. Donc, pour toutes les personnes qui sont concernées par l'accueil de public sur des sites touristiques, des sites patrimoniaux, sur la valorisation de territoire, je crois que c'est un usage qui est nouveau et qu'il faut prendre en compte. Les gens ont envie d'écouter des choses. Donc, y compris quand on propose de la 3D, ça peut être intéressant de se dire qu'est-ce qu'on propose aussi à écouter. Voilà. Là, il y a quelques chiffres. Donc, je passe rapidement sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, nous sommes avant tout des producteurs de contenu sonore extrêmement créatifs. Hein, c'est dans notre ADN. Ça tient du fait que on réunit autour de nous des artistes, compositeurs en musique électroacoustique, des auteurs aussi, des écrivains, pour concevoir nos productions. Donc on réalise de la prise de son à la diffusion, et on peut aussi apporter conseil sur l'ingénierie de projets sonores et sur leur mode de diffusion. Nos projets donc se diffusent soit sous forme de podcast, de parcours sonores géolocalisés. On a aussi cette possibilité-là. On a développé des outils numériques qui ne sont que des outils pour diffuser ces créations sonores en balade. Des créations sonores pour des expositions. On parlait de scénographie d'exposition, donc on a aussi des projets de production qui s'intègrent dans des projets de scénographie immersive.
des installations sonores, des créations pour l'image, etc., etc. C'est un petit peu sans fin, d'où notre nom. Et je passe rapidement, mais nous avons aussi une activité pédagogique de médiation culturelle, de sensibilisation à l'environnement sonore et de pratique de la création sonore pour tous les publics. On a 15 ans d'expérience là-dedans et on a aussi développé des outils qui ne sont que des outils pour faire ce travail de médiation et rendre accessible la pratique de la création audio auprès de publics très très variés. Donc, comme je vous le disais, on est à la fois sur une immersion fidèle, puisqu'à chaque fois que nous répondons à une demande d'un territoire, d'un site patrimonial, d'un site touristique, d'un musée, on est absolument à l'écoute, comme disaient les personnes qui intervenaient juste avant pour la scénographie et pour les expériences immersives. On est à l'écoute des besoins, c'est-à-dire qu'on part du projet, effectivement, on part des contenus que vous souhaitez valoriser, des territoires que vous souhaitez valoriser, et surtout, on ne raconte pas n'importe quoi, parce que je vous ai dit qu'on était des créatifs, mais au départ, on collecte et on étudie avec attention les contenus scientifiques, culturels, patrimoniaux, historiques que vous avez vérifiés, que vous maîtrisez mieux que nous, puisque nous ne sommes pas spécialistes de toutes les périodes historiques, de tous les contenus scientifiques qui sont les vôtres. Vous les maîtrisez, vous êtes experts. Donc effectivement, on travaille beaucoup avec des conservateurs, des services des archives, des spécialistes, qui nous fournissent des contenus vérifiés, à partir desquels on va pouvoir travailler et tisser une nouvelle narration sonore, en invitant des auteurs à écrire, des journalistes à écrire, et des réalisateurs sonores à composer, ce qui fait aussi notre spécificité et qui fait qu'on est dans une immersion réaliste dans les productions Unali Studio, c'est que systématiquement, et c'est aussi notre marque de fabrique, on travaille sur l'identité sonore et les architectures. Et il y a un lien très très fort, ça a été évoqué auparavant, entre architecture et son, qui est historique. Hein, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire de l'art et de l'architecture. Et nous, on travaille sur ça par un collectage de sons minutieux, partout où on passe, dans tous les espaces, y compris quand on réalise une simple interview. On va enregistrer l'environnement sonore de la personne, son activité, s'il s'agit d'un artisan, ses gestes, son quotidien, à différentes reprises. Ensuite, vous allez rencontrer cette personne à travers une simple interview, mais vous serez aussi partie à la rencontre de son quotidien et de son savoir-faire, par les oreilles. Donc ça constitue vraiment la part finalement immersive de nos projets, et puis l'attachement à retranscrire une réalité réelle et vérifiée, vraie. C'est une parenthèse, mais nous développons énormément de parcours sonores géolocalisés. Donc là encore, on est sur un outil numérique. Donc l'application pour parcours sonore géolocalisé s'appelle Listeners, elle est téléchargeable sur tous les stores. Elle abrite aujourd'hui une trentaine de parcours en France. Tous nos clients, pour la plupart, souhaitent abriter leur parcours sonore, donc nous réalisons la production dans Listeners. C'est un projet durable, dans le sens où Listeners, en tant qu'application pour parcours sonore géolocalisé, existe depuis plus de 10 ans. Bon, il y a 10 ans, c'était pas à la mode de proposer ce genre de choses, mais ça, voilà, on est un peu fou. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes par rapport à ce type de propositions. Ceci n'est qu'un outil pour abriter des productions sonores à écouter en balade sur site et pour proposer une augmentation de la visite par le son, uniquement par le son. La technologie fait que les sons s'enclenchent en fonction des déplacements de l'auditeur. Il n'y a pas d'impact sur site, pas de borne, rien. Donc on peut s'implanter aussi sur des sites naturels, des sites protégés, sans problème. On n'a pas besoin d'avoir un réseau extraordinaire, il nous faut juste un minimum de 3G au départ, puisque les sons sont embarqués. Donc on les télécharge au départ et après on part. Et donc ça a énormément de succès. Ce n'est qu'un outil et qui permet d'avoir après une expérience de visite augmentée par le son.
Et je passe aux exemples. Alors, pourquoi utiliser le son plutôt que l'image? Pourquoi le son avec l'image? Et pourquoi ne pas oublier systématiquement le son quand on produit de la 3D, des expériences en VR, etc. Parce que moi, je suis triste. Je vois des très belles choses en réalité augmentée, avec beaucoup de choses belles à voir, mais le son est souvent oublié ou maltraité. Voilà. Alors d'abord, le son, ça sert à archiver. Parce que quand on travaille comme nous sur l'identité sonore des territoires, des espaces, des architectures, on enregistre. Et quand on enregistre à un instant T. Et le temps passe et l'environnement sonore change, est modifié par les activités humaines, par le changement climatique. Donc là, j'ai deux exemples. Le parcours sonore de l'île Nouvelle qui est dans le livre blanc d'Heritech, donc qui est sur un espace naturel sensible, sur l'estuaire de la Gironde. Donc là, c'est une commande du département de la Gironde, service culturel et service environnement. L'île Nouvelle, c'est un site qui va disparaître à cause du réchauffement climatique, la montée des eaux. Petit à petit, l'espace s'efface. Donc quand la commande, là, était de travailler sur la saisonnalité de cet espace. Et donc, on est venu enregistrer à différents moments de l'année la faune, la flore, les usages, et on en garde une trace sonore. Donc à la fois on propose une offre de visite avec un paysage sonore dans les oreilles, très créatif, en balade à destination des touristes, des routes des vins du Médoc, de la cité de Blaye, voilà, les randonneurs de l'île habituellement, mais aussi on archive l'île telle qu'elle est aujourd'hui et elle va disparaître, donc on en garde une trace, pas uniquement d'image. Les Esprits du Palais, rapidement, c'est un podcast donc on a conçu pour une commande d'Universcience pour le Palais de la Découverte, et je me dépêche, donc il sera diffusé à l'automne. Donc là, on a aussi été très fidèles, c'est-à-dire que le Palais de la Découverte est fermé au public depuis novembre 2020 pour travaux, en même temps que le Grand Palais. Et la commande d'Universcience était de restituer les différents espaces d'exposition, les différentes activités de médiation culturelle, d'expérience scientifique menées au sein du musée, de restituer les espaces dans leur muséographie, dans leur aménagement avant travaux pour conservation. Donc, à la fois conserver ce musée qui n'existe plus, voilà, qui a été complètement démantelé, qui n'existera plus, donc on ne pourra plus le visiter ou l'écouter de la même manière. On a enregistré la nuit, le jour, avec du public, sans public, tous les temps d'expérimentation, de médiation culturelle. Ben voilà, c'est un travail de fourmi pour donner à entendre par une balade immobile et à voir, puisque le son a des pouvoirs de suggestion, d'image mentale, et on met à contribution. Un visiteur qui écoute, c'est un visiteur qui est mis à contribution, puisqu'on doit faire appel à son imagination. Donc il bosse. Voilà, il est engagé dans sa visite. Le deuxième exemple, un parcours sonore pour un monument historique propriété du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc là, on peut aussi redonner vie à une époque par le son. Là, c'est un monument qui propose des offres de visite avec des guides qui traitent plutôt de l'architecture et du patrimoine bâti, mais très peu de l'histoire du bâtisseur et habitant de ce château, qui était Gaston Phébus. Et ils ont souhaité, en plus des visites guidées habituelles, proposer une visite donc très littéraire et poétique plutôt. Donc voilà, on écrit une narration avec des comédiens, un écrivain, enfin voilà. Et là, on évoque Gaston Phébus, sa vie, son œuvre, le manuscrit de la chasse. On parle de références vraiment historiques et patrimoniales précises, et on va compléter l'offre de visite existante. Et je termine après sur ça, parce que je suis un peu longue, désolée. Donc le son, ça peut aussi permettre de donner envie de venir sur place ou oser entrer. Donc ça, c'est une proposition qu'on peut faire avant la visite. Je donne un petit exemple. On peut très bien imaginer des podcasts réalisés par des habitants, des commerçants d'un territoire qui parleraient et feraient les guides pour des visiteurs à venir.
On écoute ça en amont de sa visite et puis finalement, on se décide à venir et à rencontrer les personnes du territoire. C'est un peu la démarche sur ce projet-là. Donc ça, c'est un parcours sonore extérieur qui va relier la Monnaie de Paris à l'Institut de France et qu'on livre mardi prochain, qui sera inauguré dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Là, l'idée, c'était vraiment de donner à entendre la Monnaie de Paris et l'Institut de France, qui sont des espaces méconnus ou dans lesquels le public et les visiteurs, même du quartier, n'osent pas entrer. Donc, avec les oreilles, on leur donne à entendre les ateliers, les 5 académies, la bibliothèque Mazarine. L'idée, c'est qu'ils aient envie de pousser les portes après pour visiter le musée, accéder aux guides, aux visites classiques. Bref, vous avez compris, les possibilités sont infinies sur les modes de diffusion, les outils numériques et la nature des productions audio. Merci, merci beaucoup Hélène, on vous applaudit. On l'a bien compris, effectivement, le son comme stimulateur de l'imagination, capacité à produire nos propres images mentales plutôt que forcément qu'à avaler celles qu'on nous met sous le nez. C'est une autre manière de voir l'immersion. Donc, ça nous va bien et c'est extrêmement complémentaire avec tout ce qu'on défend. Fawzi Teboulbi, Anne-Sophie Mosselin, donc vous êtes à la tête d'Explore Visite. Hein. Fawzi, vous en êtes le fondateur, Anne-Sophie, la chargée de développement. Donc, on connaît tous les visites virtuelles de musées. Hein. C'est pas Roy qui me dira le contraire à la réunion des musées nationaux. Mais bien souvent, cette expérience-là, elle reste solitaire. Alors que voilà, vous nous mettez en chemin pour pouvoir partager collectivement, parce que l'expérience muséale, elle est faite pour être partagée. Donc, racontez-nous. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fawzi, en effet. Déjà pour commencer, pour raconter un petit peu le début de l'histoire. Moi, j'ai démarré en 2018. L'idée m'était venue effectivement de numériser des sites culturels. Donc moi, je suis originaire de la région Centre-Val de Loire. Plus précisément à Montargis. Donc il y avait un musée dans ma ville donc qui a été touché par les inondations en 2016. Donc qui a été rénové entièrement et livré en 2018. Donc j'ai proposé de numériser ce magnifique site, donc ce magnifique musée qui est le musée Giraudet. Donc l'expérience était très belle. Donc en effet, c'était une numérisation comme on peut le connaître, donc des numérisations qui sont déjà existantes, que voilà, une très belle qualité avec un outil connu qui s'appelle Matterport par exemple. Donc suite à cette numérisation, j'ai pensé à créer au fait un endroit où on va pouvoir rassembler toutes les visites virtuelles qui existent dans le monde. Donc une sorte de plateforme. Donc c'est une application qui s'appelle Explore Visite dans laquelle on va rassembler toutes les visites virtuelles existantes dans le monde. Donc ça va permettre à tout le monde, à tout à chacun de pouvoir visiter un tas de sites qui sont très éloignés de nous, qu'on n'aurait pas pu rencontrer ailleurs que dans cette application, par exemple. Ensuite, effectivement, vous avez raison. Il y a le premier aspect qui est donc l'aspect un peu waouh, parce qu'effectivement, numériser un site, c'est très beau quand on le visite. C'est une expérience qui est assez extraordinaire, mais ça suffit pas. On est tous d'accord qu'effectivement, lorsqu'on visite un site, il est toujours plus intéressant d'avoir aussi de la médiation associée à cette visite, comprendre une œuvre. Chose peut-être qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas le bagage finalement pour maîtriser tout ce qu'il peut y avoir dans un musée ou dans un château. Donc on a effectivement voulu associer à cette visite un médiateur, donc un guide conférencier. Donc nous travaillons sur la réalisation d'une plateforme de visite virtuelle guidée. Donc voilà, aujourd'hui là où on en est, et on a déjà collaboré avec pas mal d'institutions, donc notamment la RMN avec qui on a testé l'année dernière cette solution. Donc on a numérisé donc 2 expositions temporaires, notamment les expositions peintre-femme et puis noir et blanc. Donc nous avons testé l'opération de visite virtuelle guidée avec un guide conférencier. Donc on est une jeune start-up, hein, on existe depuis 2020 officiellement. Donc on est très petit, donc on apprend. Donc c'était une expérience qui est disons un petit peu échouée dans la mesure où on avait pas mal de tests, donc qui a fait que ça n'a pas très bien fonctionné. Depuis on s'est relevé, on a retravaillé l'architecture de l'application, on a retravaillé l'architecture. C'est bien de le raconter en vrai comme ça. Oui, bien sûr, parce que c'est exactement ça que ça s'est passé. C'est la vraie vie. Et depuis 2 mois, donc on reteste, on fait pas mal de tests crash, ça fonctionne plutôt bien. Donc on va pouvoir associer très très prochainement au moins une 50aine de visiteurs live avec un guide conférencier. Donc vous allez pouvoir échanger avec un guide, soit individuellement depuis chez vous, ou soit en groupe avec un guide. Et ce groupe, moi dans ce groupe, je serai symbolisé par un avatar ou Alors il y aura 2 formules. Soit vous verrez directement en live, donc en visio, vous et le guide
directement, si c'est une D'accord. visite privée. Ok. Mais vous pourrez également pas avoir d'avatar, mais uniquement assister à une visite virtuelle live avec un guide. Donc vous le verrez, mais lui ne vous verra pas. Mais par D'accord. contre, vous pourrez échanger avec lui via un chat à côté, directement dans la visite. Voilà. L'objectif, c'est justement de pouvoir profiter d'une visite virtuelle d'un site qui est très éloigné, parce qu'on est tous en même temps des personnes empêchées géographiquement. Donc vous allez pouvoir profiter d'une visite virtuelle d'un site avec un guide conférencier, que ce soit en groupe ou bien en privé. Et c'est la création, grâce notamment aux technologies de visio, mais pas que, on recrée cette situation, finalement, avec le médiateur qui est là, les gens avec les autres visiteurs avec lesquels on peut échanger. On peut venir en famille, en fait. Tout à fait, complètement. Oui, c'est l'objectif, justement. C'est de pouvoir ouvrir les portes à tout le monde, pas seulement aux initiés, en quelque sorte. Donc oui, l'objectif, c'est de proposer à un maximum de personnes de pouvoir visiter et de connaître des sites qui n'auraient jamais pu être connus auparavant. Est-ce qu'Anne-Sophie, tu veux rajouter quelque chose? Voulez-vous ajouter quelque chose? Quelque chose, parce que finalement, tu as beaucoup parlé. Oui, alors en effet, si vous voulez, d'ailleurs, on avait prévu une petite vidéo, donc on doit la je ne sais pas pas si on peut la passer. David vous vous rendrez compte un petit peu de ce que David ça va nous peut envoyer rendre. ça. Hop, c'est parti. Donc en effet, voilà, en fait, Fawzi a déjà tout dit. Donc à terme, cette plateforme, en fait, c'est vraiment une plateforme de visite guidée qui est pensée pour justement gérer l'ensemble de l'expérience visiteur. C'est-à-dire qu'à terme, en fait, on aimerait mettre en place une plateforme où on puisse réserver, payer et accéder à la visite directement en ligne. Et donc évidemment, cette plateforme s'adresse à toutes les institutions et même aux collectivités. Et on aimerait justement pouvoir aussi la proposer à des petits musées, à des lieux qui justement aussi manquent parfois de visibilité, et aussi pour attirer des publics qui ne se déplacent jamais au musée. Parce que même si maintenant les musées sont ouverts, évidemment, il y a toujours des publics qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Et donc là comment ça marche? Vous allez dans ce musée, vous passez combien de temps pour créer en fait cette visite virtuelle? Il faut combien de temps et quel engagement, par exemple? Prenons l'exemple de Bayeux. Donc, par exemple, ce site, oui, effectivement, c'est le musée de Bayeux, Baron Gérard, que j'ai numérisé. Il doit faire environ 2500 mètres carrés. Il m'a fallu effectivement une petite journée pour numériser. Donc, je suis arrivé à 8h30 du matin. J'ai fini la numérisation à 17h30 avec une petite pause. Donc, oui, 35 heures. Oui, ça, non, pardon. Non, c'est relativement rapide. Après, ce qui peut être un peu plus long, c'est effectivement l'enrichissement qu'il peut y avoir derrière. Donc, toutes ces petites pastilles d'informations sont des pastilles qu'on doit alimenter, donc on doit créer, etc. Donc là, c'est le musée qui travaille avec nous pour mettre en place ces petites pastilles. Et donc voilà, mais c'est un travail qui est relativement simple à faire. Hein. C'est peut-être un peu fastidieux, certains dossiers, mais c'est Ce que je viens par là, derrière ma question idiote, en fait, c'est l'idée que c'est aussi à la portée de tous les petits musées. Ah, complètement, c'est aussi l'objectif, oui, c'est tout à fait. On peut très bien acquérir une caméra pour faire ce type de numérisation. Tout le monde peut le faire, ça coûte pas très cher. L'objectif, c'est que justement, oui, que tout le monde puisse en faire. Bien sûr. Ça me fait penser à l'histoire d'Aliénor, qui est dans le livre blanc, hein, qui est un groupement de petits musées, enfin petits musées sans aucune péjoration, de l'ancienne région Poitou-Charentes, et qui, en fait, ont numérisé un certain nombre des objets qu'ils ont dans leur collection, et qui aujourd'hui se trouvent en 3e position sur la plateforme dont j'ai mangé le nom, mais qui est la plateforme de musée virtuel, en 3e position derrière le British Museum. Complètement. C'est un tout petit, c'est 150 petits musées qui ont joué collectif et qui se trouvent à jouer dans la cour des grands. Donc n'importe quel petit musée, thématique ou pas d'ailleurs, dans les territoires, pensez-y. Oui, effectivement, Fawzi l'a dit, point de départ. Alors l'eau nous aide bien finalement parce qu'entre la grotte noyée, les inondations à Montargis, voilà, ça, c'est pas mal. Mais le fait est que voilà, il y a aussi des musées qui sont en travaux. Je pense au musée d'Épinal actuellement. Voilà, c'est vraiment une alternative pour faire découvrir et donner envie de venir dans ces musées physiques. Oui, complètement. Oui. L'objectif, c'est effectivement de promouvoir au maximum aussi tous ces petits sites qui ont du mal à se faire connaître. On sait qu'en France, il y a près d'un musée sur 2 qui n'a même pas de site web pour se faire connaître. Donc c'est un rapport que Jean-Thibault Couvreur a fait. Vous pouvez très bien le retrouver en ligne. Jean-Thibault Couvreur, vous tapez rapport, vous allez retrouver son étude qui est plutôt intéressante. Il a travaillé en collaboration avec Google et le groupe SOS. Et dans ce rapport, il met en avant effectivement toutes ces difficultés de tous ces sites culturels en France qui peinent à se faire connaître parce que justement ils n'ont pas les moyens pour le faire. Donc oui, numériser un site, c'est relativement simple, c'est pas très coûteux. Et l'avantage, c'est que lorsque vous avez numérisé justement votre site,
eh bien, vous pouvez directement l'incorporer dans l'application qui va s'appeler Explore Live. Ouais. Et du coup, vous pourrez monétiser justement vos visites. S'il y a du live, par exemple, vous pouvez très bien vous faire payer pour cette prestation-là. Donc, c'est aussi un revenu complémentaire qui sera associé à tous ces sites qui peinent à gagner aussi un peu d'argent. Oui. Super. Merci beaucoup. On vous applaudit également. Merci. On était au musée, on y reste. Allô Cognac G, allô Paris, allô la réunion des musées nationaux. Roy Amit, j'aimerais bien, sur ce sujet qui est clairement le vôtre, avoir un retour sur ce que vous venez d'entendre, Roy. Oui, trois petites remarques. La première, que vous vous rappelez des Buggles, ils ont chanté il y a 40 ans que the radio killed the video star. The video killed the radio star. Et ils se sont trompés, hein, et Hélène nous l'a montré. Je partage complètement le fait que les sons fait partie intégrale de l'expérience de l'immersion. Deuxième, c'est que nous disait Fawzi, et je suis absolument d'accord, dans ce qu'on fait aujourd'hui, de toute façon, dans le digital, c'est changement dans les méthodes où il faudra savoir tester, échouer pour mieux réussir après. Donc, tout ce qu'on fait, on refait pour le faire au mieux, et il faudra garder cette agilité. Et la troisième, peut-être, c'est ce qui sort de tous ces débats, c'est cette importance grandissante de la frigidalité, hein, si on le dit ça comme pas ça, ou la porosité entre notre monde physique et notre monde digital, qui devient de plus en plus articulé l'un avec l'autre. Merci beaucoup Roy pour ce regard et cet esprit de synthèse. On vous applaudit tous, Roy, Fawzi, Anne-Sophie, Hélène, Maxime, Hugo. Bravo, je vous invite à rejoindre la première ligne.